Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. 2 ou 3 choses que j'ai comprises ce week-end. Emmanuel Macron et ses amis vont nous vendre plus d'Europe. Et oui, si l'Europe était fédérale, nous serions plus forts. Et comme hasard ou coïncidence, Emmanuel Macron quittera l'Élysée dans 2 ans et qu'il imagine diriger cette Europe un jour, il sera le premier acteur de ce fédéralisme. Au fond, Emmanuel Macron trouve dans cette crise internationale une possibilité d'avancer ses pions pour accélérer le calendrier. Deuxième chose que j'ai comprise, Madame, Messieurs, vous allez vous serrer la ceinture. On n'a pas un sou, mais vous allez passer à la caisse. Objectif réarmement. Ça prendra des années, peut-être des décennies, qu'importe. Quand ça va mal dans un pays, les dirigeants imaginent un danger immédiat. Quand ce n'est pas le Covid, c'est la guerre, la vraie, celle qui tue. Sur les champs de bataille, l'union sacrée est déclarée. Les contestations oubliées. Arrêtez de m'ennuyer avec vos problèmes de sécurité ou d'immigration. La guerre est à nos portes. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Troisième chose que j'ai comprise, la Russie a gagné la guerre contre l'Ukraine. Et nous, Européens, nous l'avons perdu avec l'Ukraine. J'admets que ce que je dis là n'est pas agréable à entendre. Mais le déni qui existe sur ce sujet parmi les chefs d'État européens, déni relayé par un espace médiatique qui ne veut pas entendre cette réalité, oblige à rappeler cette évidence. L'interview d'Emmanuel Macron dans Le Figaro, où il cible très explicitement Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est l'illustration qu'il est en train de se servir de la situation en Ukraine pour des considérations intérieures. Mais Emmanuel Macron, c'est très simple. Hein. Le Covid, c'est la guerre. Le Rassemblement national, c'est le fascisme. L'Ukraine, c'est la guerre à nos portes, etc. C'est toujours la même chose. Bah, si les Français sont dupes, très bien. À chaque fois, il te fait le même coup. On agite la menace. On agite la peur. Et oui. tout le monde est au panier. Tout le monde se couche. Gérald Olivier. Il y a quelque chose qui a changé et que, à mon avis, Zelensky n'a pas compris, ce qui explique en partie le clash. Et Elisabeth, vous évoquiez, on veut pas des alliés comme ça, Trump s'est mal comporté. Mais vis-à-vis de l'Ukraine aujourd'hui, Trump n'est plus un allié. En tout cas, c'est pas un allié inconditionnel. Il faut bien comprendre qu'il s'est passé quelque chose. C'est l'administration Biden qui soutenait l'Ukraine pour affaiblir la Russie et qui était très contente d'entretenir une guerre qui affaiblissait son adversaire. C'est ce qu'avait dit le secrétaire à la défense de l'époque, Monsieur Lloyd Austin. Maintenant, Biden n'est plus à la Maison-Blanche, c'est Trump. Et Trump a fait campagne sur la paix. Et en tant que faiseur de paix, il veut se mettre au milieu. C'est pour ça qu'il a fait des ouvertures envers Poutine et c'est pour ça qu'il n'écoute plus béatement tout ce que lui dit Zelensky. D'où le clash. Et Zelensky ne semble pas avoir enregistré ce changement. Ah, il est fondamental. Trump. Bonjour à tous. Quelques secondes avant que je n'enregistre cette vidéo ce 3 mars 2025, le ministre macroniste des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur France Inter vient de déclarer « Jamais la menace d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevée. Jamais. » Les alarmistes sont de sortie. Et on a vu un sommet de Londres et des interviews toutes récentes délirantes de Macron qu'on va étudier dans cette vidéo en détail qui nous le montrent. Les européistes ont besoin de la guerre en Ukraine pour imposer leur ordre militaire européiste, leur agenda de transformer l'Union européenne en un État contre la France, contre nos nations libres, contre nos souverainetés nationales et même contre nos armées nationales, avec leur armée européiste, leur dissuasion nucléaire européiste. On a assisté à Londres à un véritable coup d'État de von der Leyen qui va se concrétiser jeudi lors d'un sommet de l'Union européenne à Bruxelles. On a vu des interviews délirantes de Macron. Je vais revenir sur tout ça. Mais on a pigé leur agenda, on a bien compris, et on alerte, nous, depuis des mois et des années. Mais attention, ça veut dire la guerre. J'ai vu l'évolution des pays européens. Ils ont basculé dans une posture qui n'était pas raisonnable, en voulant faire de l'Ukraine un Xème pays de l'OTAN. Et à vouloir élargir l'OTAN comme ils l'ont fait, ils ont pris le risque, évidemment, que l'ours sorte de sa tanière. Vous savez la phrase de Talleyrand, je connais les 1001 manières de faire sortir l'ours de sa tanière, mais je n'en connais aucune de l'y faire rentrer. Et donc, si on avait écouté la sagesse de Talleyrand, naturellement, on ne serait pas dans cette situation.
Donc, il a voulu la guerre. Bon, il l'a eue et il l'a perdue. Et maintenant, en fait, il arrive à Washington comme un perdant, comme un suppliant, comme un homme politique suppliant. Et il a en fait plusieurs demandes. La première, c'est d'être assis à la table de négociation, puisqu'il est quand même concerné, et pour cause. La deuxième demande, c'est de rentrer dans l'OTAN, donc d'échapper à nouveau à la neutralité, à la neutralisation. Et la troisième demande, c'est évidemment de récupérer les territoires perdus. Ben, on est tout près de la résolution du conflit. C'est-à-dire qu'en fait, dans un conflit, c'est la vie, c'est terrible. Eisenhower disait « Je n'aime pas les losers ». Très américain. Mais aussi, c'est très français, c'est très humain. Dans un conflit, il y a les vainqueurs, il y a les vaincus. Et qui sont les vainqueurs et qui sont les vaincus? Les vainqueurs sont les Américains. Les premiers vainqueurs de cette guerre, ce sont les Américains. Leur appareil militaro-industriel triomphe, ils ont vendu des armes. Ensuite, ils ont fait des Européens leurs clients pour l'énergie, le gaz du liquéfié. On a abandonné le gaz russe et on paye le gaz liquéfié 4 fois plus cher que le gaz russe. Donc, du côté des Américains, c'est une victoire, cette guerre. Regarde cette vidéo c'est un point de presse que j'ai vu passer sur CPAC. Écoute ça. We've also invested close to $20 billion in supports for Ukraine, military, Attends une minute, là. economic, and other. And we're going to continue to be there to support C'est beau. Ukraine. OK, donc on a Et là, milliards. on a investi 20 milliards, Mario. Moi, j'avais pas le chiffre. On vient de l'entendre de la bouche du premier ministre sortant. Ça paraît gros. C'est gros en sacramouille parce qu'on est le matin, on pourrait dire autre chose. Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans? Faudrait que je vois le détail, là. Écoute, c'est le premier ministre qui le dit. 20 milliards. J'en revenais pas. Avec quel résultat en bout de ligne? Alors, est-ce qu'on est prêt à envoyer des soldats? Es-tu prêt à envoyer ton gars, toi, en Ukraine? Vers quoi on s'en va? Là, t'as les petits matamors, les mauviettes matamors, le Keir Starmer, qui a de la misère à gérer son propre pays. En passant, je sais pas si t'as vu à Londres, on a célébré Sadiq Khan, qui fait 3 fois qu'il a été élu maire. Il annonce le Ramadan en couleur, en lumière extraordinaire. Je te rappellerai que Sadiq Khan a fait enlever le Christmas au Christmas Market à Londres pour pas choquer la communauté musulmane. Alors, Keir Starmer, qui est venu voir le président Trump, qui est une mauviette finie, qui a pas voulu poursuivre les gangs de Pakistanais qui violent les petites filles britanniques, avec Emmanuel Macron, qui est un autre, là, il parle d'envoyer des soldats en Ukraine. Il parle de mettre put boots on the ground. Je suis désolé, là. Regarde Zelensky, d'où il vient. C'est quoi son passé à Zelensky? S'il te plaît, Jean-François. Il donnait des spectacles. Alors, il est habillé en noir, en spectacle, avec des simili-seins, avec des étoiles dessus, un sur la bisoune. Ça, c'est Zelensky. C'est ça votre héros, votre résistant. Moi, j'ai de la misère avec ça. Non, Mario, sacramouille. Mais je vais remettre ça en contexte. 2022, NBC News, là, pas Radio Coin-Coin, là. NBC News. Je te montre ça, Mario. Yeah, that's right, Kate. So in this conversation, President Biden called President Zelensky to tell him about a roughly $1 billion package of additional equipment and weapons for the Ukrainian military coming from the United States. During the course of the call, President Zelensky continued, according to a number of officials who we spoke with who were familiar with the call,
President Zelensky continued to talk about the additional equipment and weapons and support that he and his military needed. According to these officials, they said that President Biden finally just got frustrated and lost his temper and told President Zelensky, look, you could be a little bit more grateful. The reason that this... Merci. Alors, Biden, en 2022, vous pourriez être plus reconnaissant. Ouais, a frotté les oreilles à Zelensky. Est-ce qu'on peut au moins se poser la question où sont allés tous ces milliards? Hey, rapidement, Monsieur Trump, Monsieur Vance, Zelensky, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène vendredi après-midi? Écoute, je la regardais, j'étais en préparation pour ma chronique à LCN, puis on regardait ça en direct avec les collègues, puis on s'arrachait les cheveux. On a rarement vu pareil affront de la part d'un représentant d'un pays. L'ambassadrice ukrainienne à Washington aussi s'arrachait les cheveux, mais littéralement, on l'a vu, il y a une photo d'elle, là, la tête entre les deux mains, elle peut pas croire ce qu'elle voit. Là. Et moi, moi, J.D. Vance, écoute, c'est épidermique. Il ouvre la bouche, j'ai le goût de vomir. Tu comprends? Je trouve que c'est un sombre personnage qui ne fait vraiment pas œuvre utile dans le paysage politique américain, comme s'il fallait en rajouter. C'est vraiment l'espèce de... C'est le petit clin à Trump, tu comprends, qui va... Et puis ça, il est plus brillant que Trump. Bon, je ne sais pas si on parle de brillant dans son cas. Plus non, moi, intelligent, je trouve... plus rusé. À mon avis, il est plus réfléchi. Trump, c'est un gros instinctif qui dit toutes sortes d'affaires, qui fait un show. Un show, mais il arrive à ses fins pareilles, tu sais, sincèrement. Allons-y. Alors, donc, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, il a dit « Il y a un agresseur, la Russie de Poutine, et il y a un agressé, le peuple ukrainien ». C'est faux. Déjà, première fake news, c'est faux. Vous le savez tous, j'ai pas besoin de rappeler les faits, c'est faux depuis 2014. C'est l'Ukraine qui a trahi les accords de Minsk, c'est l'Ukraine qui a bombardé le Donbass, et c'est François Hollande et Merkel qui l'ont avoué eux-mêmes. Les accords de Minsk ont été faits pour gagner du temps et pouvoir attaquer la Russie plus tard. C'est faux, c'est une trahison. Ensuite, le département d'État américain a décidé de suspendre son soutien à la reconstruction du réseau électrique ukrainien. Donc déjà, l'Ukraine va devoir maintenant se faire aider financièrement, non plus par les USA, mais par l'Europe. Vous allez payer très cher. Alors, écoutez bien, c'est pas fini. Le député ukrainien Dubinsky vient de demander une session d'urgence du Parlement ukrainien pour lancer une procédure de démise, en réalité de destitution, contre le président Zelensky. Bien, ça, c'est un de nos espoirs. On peut se raccrocher à cet espoir qu'en Ukraine, il puisse y avoir un coup d'État qui puisse dégager ce cinglé et mettre fin à cette mascarade meurtrière qui aujourd'hui coûte 1 million de vies. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir la discussion concernant la dissuasion nucléaire européenne. C'est-à-dire qu'il est prêt à donner la dissuasion nucléaire française, qui est une exception dans l'Union européenne. On est le seul pays de l'Union européenne à avoir l'arme nucléaire, la France, de l'Union européenne. En Europe, il y a l'Angleterre, mais l'Union européenne, il y a la France. Il veut donner la dissuasion nucléaire française à l'Union européenne ou à l'Allemagne. Est-ce que vous vous rendez compte de la dangerosité de ce mec? Tu mets la dissuasion nucléaire entre les mains de Zelensky, et demain matin, il y a une bombe nucléaire sur Moscou. Voilà. Yael Braun-Pivet, vous la connaissez, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, elle a dit « Il y a une vérité qui ne souffre d'aucune ambiguïté. L'agression de l'Ukraine par la Russie est une réalité. Zelensky et le peuple ukrainien sont les visages de la résistance. Nous resterons inébranlables dans notre soutien à l'Ukraine aujourd'hui et toujours. Il en va de l'avenir de nos démocraties et de l'Europe. » Ce à quoi j'ai mis un commentaire sur le X de Madame Yael Braun-Pivet, je lui ai dit « Non, madame. Non, madame. C'est un mensonge et une fake news. Nous n'avons pas à soutenir l'Ukraine qui est un pays de nazis, qui est corrompu jusqu'au trognon, alors que c'est l'Ukraine qui a bombardé pendant 7 ans le Donbass. Non, madame. Le peuple de France doit vous dire non, madame. Vous êtes une sioniste et vous mentez. Emmanuel Macron répond à Donald Trump, n'est-ce pas? Par rapport au fait que Trump ait dit que Zelensky était en train de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Macron a dit, si quelqu'un joue avec la Troisième Guerre mondiale, il s'appelle Vladimir Poutine. Non, monsieur Macron, non, non.
Celui qui joue à la Troisième Guerre mondiale, c'est celui qui bombarde les centrales nucléaires de Zaporozhye et les autres. C'est celui qui accuse la Russie d'avoir détruit le Nord Stream alors que c'est lui qui l'a fait, etc., etc., etc. Celui qui joue à la Troisième Guerre mondiale, c'est celui qui demande 250 milliards de dollars tous les 6 mois, dont la moitié disparaissent, pour essayer d'envahir la Russie, de prendre des villages russes, de tuer des gens, de provoquer les Russes, alors que c'est eux-mêmes qui, depuis 7 ans, ont tué 13 000 personnes. Voilà, Monsieur Macron, vous êtes un menteur, vous êtes un sioniste. Et le peuple de France doit vous dire non, monsieur. En fond de teinte de la guerre qu'ils veulent avec l'Ukraine, en continuant d'armer l'Ukraine, ce qu'ils veulent, c'est le ricochet et la destruction de l'Europe. N'oubliez pas, ils veulent détruire Édom. Édom. Alors vous allez me dire, non, c'est pas possible, on te croit pas, Jim. Ouais, d'accord, très bien, vous avez le droit de pas me croire. Vous avez le droit de me demander des preuves. Vous avez le droit. On va écouter Rav Twitou. Rav Twitou, Édom. On va l'écouter. Hein? Alors. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Vous voulez que je vous le remette? Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Vous voulez que je vous le remette? Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Ok? Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Bon, alors la suite. Donc je vous pose la question. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Donc, pour lui, l'islam, c'est génial que ça envahisse l'Europe. Et c'est justement ces petits copains, c'est-à-dire les Sorosiens, qui, par leurs ONG israéliennes, font venir par les passeurs de migrants, qui sont des ONG israéliennes la plupart du temps, pour envahir l'Europe avec des musulmans par millions. C'est un plan messianique et sioniste. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire que votre histoire d'Ukraine, de machin, c'est un mensonge total, que le véritable but de cette guerre est voulu par le Deep State, qui est un État profond, en réalité un État dans l'État, qui est un État sioniste, satanique, dirigé par les 13 familles, dont les Rothschild, et ensuite représenté par les Gates, les Soros et j'en passe, toutes les crevures qu'on a depuis 20 piges et qui nous empoisonnent la vie, et les Soros qui financent aussi les passeurs de migrants et donc qui fait venir l'islam en Europe à coup de tsunami, voilà. Et bien entendu que le but ultime de la guerre Ukraine contre la Russie, qui est la Russie l'ennemi total de Rothschild, c'est la destruction de Édom, l'Europe. Vous comprenez? Donc vous allez envoyer vos enfants au front, en Roumanie ou en Ukraine, pour prêter main forte à des nazis, pour que votre pays, votre continent soit détruit au nom d'un idéal satanique et sioniste. Bien, imaginez qu'est-ce que ce sera si les libéraux et le NPD forment un gouvernement de coalition. Lorsqu'ils vont s'asseoir pour négocier leur premier budget, laissez-moi vous dire que le premier point à l'ordre du jour va être: est-ce qu'on dépense 5 fois plus que les conservateurs, comme l'ont promis les libéraux, ou 10 fois plus que les conservateurs, comme l'a promis le NPD? Et où vont-ils prendre l'argent pour payer pour tout ça? Bien, pour le moment, les deux partis, les libéraux et le NPD, disent seulement qu'ils vont augmenter les impôts des entreprises. En faisant cela, ils vont rendre nos entreprises moins compétitives, notre économie aussi moins compétitive. Éventuellement, ils vont devoir augmenter aussi les taxes et les impôts des contribuables beaucerons, québécois et canadiens pour payer pour toutes ces dépenses. Ou bien faire des déficits et endetter davantage les générations futures. On écoute Pierre Lelouch et on se... Attends, je remets la vidéo.
Hop là, voilà. On écoute Pierre Lelouch. À tout de suite. 2003, je l'ai dit, mais pas que moi, le chef d'état-major américain à l'époque, le chef du service de renseignement américain, Madame Haynes à l'époque, dit l'Ukraine ne peut pas reconquérir militairement ses territoires. Donc, à l'époque, j'avais dit, plutôt que de continuer, essayons de trouver la voie de négociation. Personne n'a entendu. Naturellement, on a continué. Bien, aujourd'hui, on en est, tenez-vous bien, à 1 million de victimes, entre les tués et les blessés des deux côtés. C'est énorme. C'est une guerre de très haute intensité, dans un continent où il y a plein d'armes nucléaires. Alors, il y a ceux qui veulent continuer. Moi, je leur dis, OK, mais c'est quoi votre objectif politique? Vous, après la guerre, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre les territoires. Aujourd'hui, l'Ukraine a fondu, Arnaud vient de le dire, l'Ukraine a fondu, elle avait 52 millions d'habitants en 91 au moment de son indépendance, elle est tombée à 30 millions. 10 millions sont partis à cause de la corruption des 10 premières années, le pays était par terre, alors que la Pologne s'est relevée, l'Ukraine non, et 8 ou 10 millions sont partis depuis le début de la guerre. Donc on en est à 30 millions contre 145. Oui. La guerre d'attrition actuelle, la guerre d'usure actuelle, ressemble à la Première Guerre mondiale, celle que les Allemands nous ont infligée à l'époque, qui avait tué à l'époque 1,5 million de Français, plus 5 millions de blessés. Je ne sais pas si c'est une... Les gens qui disent qu'il faut continuer, les Glucksmann et autres, je leur demande, c'est bien de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Après, ils vous disent, ah oui, mais on le fait parce que ils défendent, vous n'avez pas compris, ils vous défendent vous. C'est ce qu'a dit aussi le président de la République, ils nous défendent nous. Mais attendez, moi je veux bien tout, mais si l'armée russe, qu'on dit la formidablement puissante, on est toujours à grappiller quelques kilomètres 3 ans après, je comprends pas comment elle peut être à Berlin, à Paris ou en Pologne demain matin. Il faut choisir. Soit on pense que la Russie est absolument sur le point de conquérir l'Europe, et dans ce cas-là, il faut m'expliquer pourquoi il patine devant l'Ukraine. Il faut m'expliquer. Soit on pense que c'est un argument de style, mais je crois que le moment est venu d'aller vers un cessez-le-feu qui préparera la paix. Toute l'affaire, c'est comment est-ce qu'on organise la paix. Les Ukrainiens ont inscrit dans leur constitution le fait qu'ils souhaitent entrer dans l'OTAN. Les Américains ont changé d'avis. L'OTAN, pas question. Bon, à partir de là, les Ukrainiens se tournent vers les Européens en leur disant « Donnez-moi une armée de 200 000 hommes ». Mais on n'a pas une armée de 200 000 hommes. Et voilà. Au maximum aujourd'hui, la France et l'Angleterre, c'est 30 à 40 000 qu'on peut mettre en Ukraine. Bon, vous mettez 40 000 hommes le long d'une frontière de 1000 kilomètres, où il y a 1 million de soldats des deux côtés, vous pensez faire quoi? Surtout s'il n'y a pas de protection américaine, aérienne, anti-aérienne. Et si Trump vous dit non, je protégerai pas le contingent franco-britannique. Après, c'est la décision du président de la République. Mais à minima, je voudrais qu'on se pose quelques questions. 1, à quoi ça sert? 2, comment on en sort? 3, qu'est-ce qui se passe si ça s'enflamme à nouveau? Parce qu'il y a des Ukrainiens qui n'accepteront jamais de perdre une partie de leur territoire, des Russes aussi. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Que la guerre s'envenime à nouveau et qu'on soit coincé au milieu. Alors, si on avait des réserves, mais là, on n'en a pas. Il va falloir 5 ou 10 ans avant de reconstruire nos unités, nos usines, etc. Après, il y a ceux qui disent il faut engager une protection nucléaire de l'Europe. Mais moi, je veux bien. Mais comment on fait? Et qui appuie sur le bouton? Quelle est l'autorité politique qui va prendre la décision politique? Donc, j'entends tous ces discours. Un dernier mot, juste un dernier mot. J'entends tous ces discours, mais je suis franchement très inquiet parce que ceux-là même qui nous ont amenés à cette situation épouvantable où on est, sont supposés nous en sortir.